Alors le thème, c'est un thème un petit peu particulier, donc c'est les récits du monde et l'observation. Il m'est venu cette idée de thème puisque les gens, beaucoup qui sont là, s'intéressent à Krishnamurti. Nous connaissons la proposition de Krishnamurti, l'observation sans pensée, sans intervention du mental, et donc un contact direct, on va dire, avec le fait, avec le réel. Mais je voudrais peut-être parler un petit peu d'autre chose et revenir à l'observation après. Parce qu'en tant qu'être humain, de manière vraiment extrêmement simple, le petit enfant, quand il vient au monde, si les parents lui expliquent pas que là il y a maman, là il y a papa, ça c'est un chat, ça c'est une vache, et en élaborant un petit peu, la vache elle fait du lait, tu vois, c'est avec ça qu'on fait du fromage ou ou du yaourt. En fait, l'éducation des jeunes enfants consiste à leur expliquer les visions et à donner petit à petit un récit sur ces expériences pour que le petit être humain, tout ça, ait une cohérence, que un animal soit relié à d'autres animaux, que voilà, un chat c'est un animal de compagnie, donc c'est un animal qui peut être avec les hommes. Il y a les animaux sauvages, il y a d'autres choses. Donc, à travers des récits de chaque chose, on donne à l'enfant un espèce de récit global de la vie avec les interactions entre les hommes, les animaux, les plantes évidemment, pour qu'en fait le petit ait une cohérence dans ses expériences, ce que je pense que c'est nécessaire, parce que sinon le petit enfant, le petit homme ne pourrait pas se construire et se structurer. Donc au tout début de la vie, c'est extrêmement important, je pense, de donner une base de repères, avec un S, repère, pour l'être humain, le petit être humain. Alors c'est très basique, hein, c'est petit à petit, on donne des informations très basiques, et avec le temps, ça peut éventuellement se développer. On lui montre un arbre, ou il voit un arbre, et on lui dit, bah, toi, ça c'est un pommier. Donc il enregistre le mot pommier, puis on lui fait naturellement le lien. Et ben hier, tu as mangé une pomme, et ben cette pomme, elle vient d'un arbre, comme ça, le pommier fait des pommes. C'est presque, c'est la base simpliste, mais ça éclaire complètement de relier un fruit à un arbre. Derrière, il y a déjà toute une compréhension, et on peut lui dire, voilà, ben tu vois, là, les oranges, ça pousse pas en France parce qu'il fait pas assez chaud, c'est un fruit qui a besoin de soleil, donc ça pousse dans les pays chauds. Donc on donne l'information que certains fruits ont besoin de beaucoup de chaleur, d'autres moins. Et donc, à travers le fruit, on donne des éléments météorologiques, on donne plein d'informations. Et le petit homme, en fait, enregistre des quantités très, très importantes d'informations, mais qui n'ont pas pour seul but d'accumuler, parce que ça n'aurait pas tellement d'intérêt, mais c'est pour donner une signification, une cohérence, une explication à ce qui, au monde, en fait. Et dans cette explication, évidemment, il y a la relation de l'enfant au monde et de l'enfant vis-à-vis de ses parents, des frères et sœurs s'il y en a. Alors ça, ce sont des explications, des récits factuels. Donc l'homme se construit sur ça. Ça, c'est les récits, on va dire, les plus simples, mais qui ont déjà une grande complexité. Mais après, évidemment, il y a d'autres récits. Il y a les récits religieux, les récits mythiques, les récits de la religion, qui non seulement expliquent dans leur explication est contenu les faits pragmatiques, mais également une explication du monde au-delà des faits. On va dire presque une explication symbolique. Et ces explications, ces récits symboliques, en fait, sont un peu différents. Ils nourrissent notre imaginaire et en fait, on s'en rend pas compte. Ils nous touchent plus profondément que les récits pragmatiques, les grands récits mythiques de la Bible ou du bouddhisme ou tout ça, nous forgent pratiquement de manière inconsciente parce qu'elles parlent des grands mystères de la vie. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Est-ce qu'il y a
une création, quelque chose au-delà de la vie et de la mort. Et sans qu'on s'en rende compte, ça nous modèle, mais très très profondément. De même, on va dire les grands récits scientifiques, j'entends par grand récit, par exemple, le récit du Big Bang, le récit cosmologique, où il y aurait eu une explosion et l'univers serait sorti de ça. Et les récits parfois s'entrechoquent et s'entremêlent. Juste un commentaire, le récit du Big Bang actuellement est un petit peu différent du récit du Big Bang à l'origine de cette élaboration de la théorie. Au départ, c'était presque le fiat lux. Il y a eu le Big Bang, la création de l'univers, la lumière fut et l'univers était là. Naturellement, c'était une lecture un petit peu chrétienne. En fait, maintenant, les astronomes au jour d'aujourd'hui ne disent plus vraiment que le Big Bang, c'est le début de l'univers, non. Il y avait un événement très important qui a engendré énormément de choses, mais on ne dit plus que c'est le début, on dit juste que c'est un événement important, et ce qu'il y avait avant, on n'a pas les concepts ni les outils pour le comprendre. En fait, c'est plutôt le début de notre compréhension de l'univers. C'est quand même un petit peu différent. Donc, je dis ça parce que les récits s'inter-influencent. Le récit de la science peut être influencé par les religions et inversement. Mais voilà, juste les récits, il y a deux styles de récits, les récits factuels qui mettent les choses en relation et les récits mythiques, mythologiques, spirituels, religieux, voire scientifiques pour certains, qui nourrissent notre imaginaire et qui donnent un arrière-plan au monde. Hein, il y a le monde factuel et il y a l'explication du mystère, entre guillemets, si tant soit peu qu'on puisse expliquer le mystère. Donc ça, je voulais juste faire cette intro, mais j'insiste quand même assez fortement que pour le petit humain, il y a un récit qui est le récit de la vie, le récit de sa vie, le récit de son environnement. Et sans ça, le petit humain n'est pas structuré, n'a pas de base et, et aurait un manque total de repères. Donc ça nous aide à vivre, à nous construire, à être en relation. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, vous me direz, oui, mais alors c'est en contradiction totale ou en apparente contradiction avec la proposition de voir sans penser, de voir sans référence et de distinguer les choses au-delà de la mémoire. Mais je pense que là, en fait, on ne parle pas de la même chose. Là, ce que j'ai indiqué, c'est pour un enfant qui se construit, qui a besoin de se structurer, de développer son intellect, son intelligence. Mais un être adulte, de raison, on va dire, s'il se contente des récits, qui ne sont pas les siens, hein, quand il y a les récits qu'on lui a racontés, il est juste un enregistreur d'histoires racontées par les autres. Alors, on peut vivre comme ça, hein, je ne fais pas de critique, c'est chacun fait comme il l'entend, mais il n'y a pas un pouvoir créateur dans ce cas-là, il y a consciemment ou inconsciemment une sorte de soumission à un récit qui peut comporter des très belles choses, mais qui comporte quand même des affirmations, voire parfois des dogmes. Et en fait, dans ce cas-là, nous avons accepté le récit. Alors, quand on est jeune, on accepte le récit, on ne peut pas l'analyser. Mais quand on est adulte, on peut quand même dire, mais attendez, ce récit ou ces récits sont-ils vrais? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a vraiment un être supérieur, un barbu qui a créé Adam et Ève ou autre? Et donc, avec l'âge de raison, je pense qu'on peut interroger ces récits. Ils sont peut-être vrais, mais il faut le regarder. Et ce faisant, si vous voulez, on met à l'épreuve des faits ces récits, comme normalement la science le fait. La science a des récits, a des dogmes, mais en observant le réel, si le réel ne correspond pas au dogme, elle remet en cause ses dogmes et son récit. Actuellement, c'est très très récemment, suite à des observations de je ne sais plus tel télescope,
ils ont cru observer que finalement l'expansion de l'univers était en train de ralentir. Alors c'est très récent, ça pose plein de questions parce que pour eux, l'expansion de l'univers était en mode accélération. C'est l'observation qui remet en cause la théorie. Et je dirais donc, si on est uniquement dans le récit, sans de temps en temps mettre en œuvre l'observation, on ne pourra jamais questionner le récit, on sera juste dans le mode acceptation. Donc, l'observation, là, met en relation, met en lien, en parallèle, ce que je perçois du monde et ce qu'on m'a raconté du monde. C'est l'observation qui peut remettre en cause le récit. Donc, pour ça, je vais très lentement. Donc, l'observation ne va pas nier le récit, mais peut voir la véracité ou la fausseté du récit. Le récit a pu être un tissu de mensonge et un récit a pu également être valable au début de sa création. Et avec les siècles qui passent, ce récit est transformé, déstructuré et au bout de centaines d'années, parfois dit autre chose. Donc il y a le récit originel et le récit avec sa valeur contemporaine aussi. Mais c'est l'observation, en comparant le récit et, entre guillemets, le réel, qu'on peut évaluer la validité du récit. Donc, en tant qu'être adulte qui a normalement la raison, à un moment donné, il n'y a aucune obligation, mais à un moment donné, un homme de bonne volonté qui s'interroge un petit peu sur la vie va tout d'un coup remettre les choses en question. Et voilà, si on dit l'univers a eu un commencement, c'est une question philosophique, religieuse et spirituelle, ça regroupe presque plusieurs récits. C'est une question assez importante, mais en fait, peut-on répondre à cette question? Parce que c'est une question qui a un grand sens, mais en fait, c'est extrêmement difficile parce que si, dans le cas précis, si l'univers a été créé, on prend l'option scientifique, il y a 15 milliards d'années, ben, ni vous ni moi, apparemment, on n'était pas là il y a 15 milliards d'années. Donc c'est un petit peu difficile de vérifier ça, ce lointain passé. Donc là, on a une difficulté, mais il y a une autre approche au niveau de la création qui n'est pas statio-temporelle, on va dire. Il y a une autre approche qui propose que l'univers peut-être a été créé il y a 15 milliards d'années, peut-être, on ne sait rien, mais il est également créé à chaque instant, à chaque seconde et à chaque moment, à chaque battement de paupière, l'univers est créé dans le présent, dans l'immédiat. Donc là, il me semble que là, dans la deuxième approche, oui, là, on peut peut-être essayer de saisir, de comprendre, peut-être de rentrer en contact avec cet aspect créateur, parce que c'est une activité du présent. Je fais cet éclairage puisque on ne peut comprendre, vérifier que ce que l'on vit, ce qui s'est passé il y a très très longtemps, ou ce qui se passera demain, on ne peut pas, on n'y est pas confronté, donc on ne peut pas le savoir. Donc, alors la question qui vient, mais qui doit venir naturellement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que l'univers peut être créé à chaque seconde, de seconde en seconde, avec une espèce de, une fontaine de jouvence, l'univers serait créé de manière constante et permanente, comme un flux de création. Bon, bah c'est pourquoi pas, mais comment explorer cette proposition? Alors là, il y a différentes approches qui peuvent nous aider. Vous avez l'approche bouddhiste et l'approche scientifique au niveau des particules élémentaires. Je n'aime pas séparer les choses, hein. J'aime bien mettre les choses en relation. Euh, Dans le monde bouddhiste, on admet tout à fait, alors je vais parler de l'esprit, mais il y a un lien, hein. On admet tout à fait que l'esprit humain, en fait,
dans l'esprit humain, il y a une procession de pensées qui se suivent, se bousculent, s'enchevêtrent les unes aux autres. Et si on regarde finement ce mouvement de l'esprit, qui est le mouvement de la pensée, en fait, je l'ai déjà dit dans différentes interventions, hein, pour qu'une pensée puisse naître, il faut qu'il y ait un certain espace, et en gros, il faut qu'il y ait une absence de pensée pour qu'une nouvelle pensée puisse naître. Ça sous-entend que donc ce mouvement est une suite d'apparitions de pensée, de vie de pensée, de disparition de pensée, qui laisse un espace vacant, et donc une autre pensée arrive, et ce processus dynamique fait le mouvement de l'esprit. Dans cette approche, eh bien, au sein de l'esprit, nous avons la fin de la pensée et la création de la pensée. Donc, littéralement, presque la fin de l'esprit humain, hein, humain naturellement, la fin de l'esprit humain et la création de l'esprit humain de manière constante et permanente. Il y a une certaine continuité. Et donc là, on découvre un aspect créateur dans l'esprit. Ça pourrait corroborer le fait que l'univers, là on parlait de l'esprit humain, mais il y a un clin d'œil. Et vous avez un autre éclairage qu'on peut prendre, c'est l'éclairage scientifique sur les particules élémentaires, non seulement les atomes et les quarks hein, qui composent les atomes. Ces quarks, on arrive très peu à les voir, on les voit juste dans les anneaux au CERN quand on bombarde des particules avec d'autres particules. Quand elles sont désintègres, avec des ordinateurs, des outils de perception, on peut voir des quarks qui existent. En fait, ils existent un milliardième de seconde, ils existent et ils sont évanescents et ils disparaissent presque au moment où on les détecte. Donc il y a comme on ne va pas dire que c'est exactement pareil, il faut peut-être pas exagérer, mais il y a comme un clin d'œil que les briques de matière qui nous constituent, nous et chaque chose, ce sont des briques évanescentes qui, à peine elles existent, elles disparaissent immédiatement. Alors là, naturellement, on voit l'aspect destructeur, disparition. Je ne suis pas scientifique, mais je ferai, moi, pour moi, il y a un lien. Je subodore qu'en disparaissant, on laisse un espace disponible, on a fait de la place, en quelque sorte, et que dans cet espace disponible, quelque chose d'autre puisse apparaître, puisqu'il y a cette vacuité. Donc, alors c'est intéressant parce que dans un cas, on part de l'intime de l'esprit, et dans l'autre cas, on parle de l'intime de la matière. Dans les choses intimes, profondes qui nous concernent, ben, il y a comme un clin d'œil. Ce serait exagéré de dire une équivalence parfaite. Faut peut-être pas quand même exagérer, mais un clin d'œil. Et en fait, ce que nous disons là, les quarks, les scientifiques l'observent avec leurs appareils, leurs détecteurs, leurs ordinateurs, mais l'être humain, avec notre esprit, nous pouvons l'observer directement. On n'a pas besoin d'ordinateur, d'intermédiaire. Il suffit juste de regarder son esprit et on voit concrètement ce mouvement de la pensée qui se bouscule, qui se suit, cette procession de pensée. Et lorsque parfois on est attentif et que parce qu'on est calme, cette procession est un petit peu moins rapide, elle est plus calme, on voit bien que si on- de manière naturelle ce mouvement est ralenti, on voit bien qu'une pensée ne dure pas. Elle existe à un certain moment donné, elle s'en va de manière naturelle. Il y a un petit espace et de manière naturelle, une autre arrive. Mais pour percevoir cette séparation, il est un peu nécessaire que l'esprit soit un peu calme, un peu ralenti. Quand ça tourne très vite, c'est extrêmement compliqué de percevoir cette césure. Mais voilà. Donc ça, on peut le constater parce qu'on peut, alors ça peut paraître baroque, on peut voir sa pensée comme on voit un objet extérieur. Pour moi, il n'y a pas de différence. On peut voir une table et si on regarde simplement son esprit, on peut voir le mouvement des pensées de manière concrète.
pas, ne pas penser qu'on pense, observer la pensée. Donc là, petit à petit, je vous amène à l'observation, hein, naturellement, vous l'avez compris. Donc, juste pour finir sur ce commencement de l'univers, dans, dans ce qu'on vient de décrire, on ne sait pas si la pensée a été créée, alors pas il y a 15 milliards d'années parce que la Terre est plus récente, on ne sait pas si elle a été créée, peut-être, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'elle est créée maintenant, à chaque seconde, et que ça nous traverse. Ça, c'est certain. Le passé, on ne peut pas vraiment savoir, et est-ce que ça finira un jour? On ne sait pas. Ce serait de l'imagination que de vouloir répondre à ça. Donc, voilà, la question, la réponse honnête, ce serait le lointain passé, je ne sais pas. L'avenir probable, je ne sais pas non plus. Ce que je peux constater, voir, sentir, c'est que la création existe et est vivante maintenant. Ça, on peut le sentir, le goûter. Alors, voilà, ça c'était un peu pour répondre à la question. Donc, tous ces récits, à un moment donné, on les questionne, non pas pour les balayer, pour les dire tout ça ne sert à rien, tout ça est ridicule, mais pour voir leur véracité, pour voir s'ils comportent peut-être des vérités. Et vous allez voir, c'est assez amusant. Et quand un récit est porteur de vérité, porteur de fortes significations, ce qui est tout à fait très intéressant, c'est que ce récit significatif, symbolique, il me réoriente de nouveau vers le réel parce qu'il m'explique le réel, il me donne des clés pour comprendre le réel. Et donc ce récit, si c'est vraiment très fort, il va me ramener vers le réel en l'ayant quelque peu enchanté, en lui en donné une part de mystère. Mais le récit pour le récit n'a aucun intérêt. Le récit, c'est pour nous réorienter vers le réel et nous le faire percevoir un petit peu moins brut de pomme, le percevoir de manière avec un plus. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'histoire du zen, à une époque, on disait quand on commence le zen, l'herbe est verte, voilà. On rentre dans le zen, l'herbe n'est plus du tout verte parce qu'on se pose mille questions. Et de nombreuses années après, quand on a assimilé tout ça, l'herbe, elle est de nouveau verte, mais je préciserai pour ma part que là, l'herbe, elle est devenue vraiment verte. Avant, on disait l'herbe est verte, voilà, sans, sans avoir vu la beauté d'un simple brin d'herbe. C'est un peu comme, oui, je pense que c'est correct, réenchanter ce monde, mettre la vraie dimension spirituelle, qui n'est pas utopique ou flottant dans l'air, mais qui est basée de manière très très concrète. Donc les récits sont un moyen, en fait, un, un panneau indicateur qui peuvent nous dire le monde n'est pas tout à fait tel que vous pensez, il peut être un peu plus complexe, peut-être un peu plus intéressant, et le récit, en fait, me donne la curiosité de regarder le réel à nouveau avec un regard différent. Parce qu'il y a les récits qui conditionnent, qui emprisonnent, hein, les propagandes de différentes religions ou différents hommes politiques, naturellement. Mais il y a peut-être des récits qui ont pour but de nous rendre plus libres. Et donc, qui nous disent, surtout, ne vous attachez pas à ce récit. Ce récit, c'est un intermédiaire, une- un éclairage particulier. Ce qui compte, c'est pas le récit, c'est que votre regard ait changé et que vous puissiez voir les choses différemment et que quand vous avez ce regard qui regarde différemment, vous pouvez à ce moment-là également regarder ce récit et le voir différemment
et pourquoi pas en faire un autre récit. Vous voyez, en fait, avec l'observation, on rejoint ce côté créatif. On est, on peut dire, entre guillemets, on est un peu sorti juste du rôle de simple créature et tout d'un coup, il y a cette espèce de découverte de possibilités de création qui est quand même liée à l'observation et à la compréhension de la signification de certains récits. Et en fait, une fois que tout ça est clair, de tous ces récits mythologiques et autres, en fait, on en est totalement libre. On n'est pas toujours en train de se référencer à des textes, à des grands penseurs, à des textes religieux, à la Bible, à la Bhagavad Gita ou aux Upanishads. On sait que ça existe, on connaît leurs limites et leur beauté, mais ces récits, on ne doit pas en faire une béquille pour apprendre à marcher, quoi. Comme de tout d'ailleurs, hein, naturellement. Donc je pense que leur faire une vision globale avant de faire le dialogue. Donc les récits très factuels, très pragmatiques aident et structurent l'être humain. Le petit enfant en a besoin. Il faut vraiment avoir une architecture très costaud. Et ça nous aide à vivre, ça nous explique les relations au monde. Mais c'est une explication très factuelle, très pragmatique. Donc ça, c'est les récits de l'éducation, on va dire, hein. Et après, donc, il y a des récits mythiques, mythologiques, qui essayent d'avoir une explication globale, en fait, de la vie, de l'univers, de le sens de la mort. Donc, des récits qui nous touchent plus profondément. On ne se rend pas compte à quel point les récits mythologiques religieux nous ont formés, formatés, hein. C'est très profond en nous. On peut dire comme ça, mais la religion, non, mais moi, je n'en ai rien à fiche, ça ne m'intéresse pas. Cela nous a forgés. Donc si on ne se penche pas sur ça, on manque un peu les bases de notre être, en fait. Donc ces récits de signification globale nous ont beaucoup plus conditionnés ou impacté notre inconscient, beaucoup plus que les récits factuels. Ça, pour moi, c'est très clair. Et donc ces récits de signification du monde, s'ils n'éveillent pas la curiosité et s'ils ne ravivent pas notre observation, eh ben, ça reste des récits conditionnants. S'il n'y a pas cette observation et ce regard neuf, il y a un nouvel élan. Parce qu'un récit peut être conditionnant, naturellement. Et donc ce récit fait naître probablement l'observation et la curiosité dans l'être humain, et celui-ci, par son intelligence, sa curiosité, tout d'un coup va tout regarder avec un œil neuf et va tout questionner, même lui-même, naturellement. La première des questions, est-ce que je peux me connaître ou est-ce que tout ça n'est qu'un leurre, un simulacre et je ne peux pas me connaître parce que si je suis conditionné, comment est-ce qu'un être conditionné peut se comprendre? Vous voyez? Ça, c'est aussi des questions qu'on peut se poser, mais on développera ça, c'est un sujet un petit peu annexe, mais on pourra en parler, hein, naturellement. Et, et donc, ce sentiment de liberté fait que on n'est dépendant d'aucun récit, qu'on peut le transformer, le modifier en inventant des nouveaux récits, mais toujours en expliquant que ces différents récits ou le nouveau récit, ce n'est qu'un poteau indicateur qui indique quelque chose. Le récit pour lui-même, ce n'est pas suffisant. C'est l'étymologie du mot enseignement, hein. Le mot enseignement vient du mot enseigne. Une enseigne, c'est un panneau qui indique quelque chose. Tout ça pour dire que, quelle que soit notre approche, à un moment donné, on doit les regarder par nous-mêmes, on doit se mettre en mouvement par soi-même, euh, et même parfois cette curiosité et cette liberté retrouvée
tout d'un coup nous apportera un éclairage tout à fait original sur un récit mythique où on n'avait pas du tout saisi la chose. Et on peut tout d'un coup La fiction. découvrir oui, une intelligence dans un ancien récit qu'on trouvait absurde avant. Donc ça éclaire le monde et ça éclaire les récits du monde en plus. Il y a une dynamique positive et constructive. Euh, voilà, je ne veux pas. Je réfléchis si j'oublie quelque chose, mais on va échanger naturellement. Parfois, ma présentation est plus courte que trois quarts d'heure, hein, parce que je tiens à échanger. Euh, et donc, évidemment, ce que je vous dis depuis une demi-heure est un autre récit, naturellement, qu'il faut évidemment questionner, contester, ou tout du moins dialoguer. Euh, Parce que pour les gens qui s'intéressent à Krishnamurti, même s'il n'utilisait pas ce mot, dans son enseignement, entre guillemets, c'est aussi un récit. C'est un récit de ce qu'est l'esprit, c'est un récit de ce qu'est la souffrance de l'humanité, c'est-à-dire cette souffrance, elle peut finir et on peut se libérer. C'est aussi en quelque sorte un récit. Mais c'est un récit qui ne dit pas écoutez-moi sagement, faites oui de la tête et ne bougez pas. Donc ça fait partie des récits, comment on peut dire, libérateurs, émancipateurs, on va dire. Et donc c'est un peu le récit du Bouddha aussi était un récit de liberté. Euh, voilà. Mais je reviens, le petit enfant en a besoin d'un récit factuel. Ça me semble important. Euh, voilà, bah, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas tellement d'autres pistes qui me viennent à l'esprit, donc voilà, on peut basculer dans le mode dialogue, hein, et bon, et remettre, discuter de ce que je propose, hein, naturellement. Hein. Donc je sais pas, voilà, donc si c'est toujours délicat, mais n'hésitez pas. Si vous voulez donc intervenir ou voilà, dire attendez, je suis pas du tout d'accord ou pas tout à fait avec ce que vous avez dit. Donc questionnons-nous hein, sur tout ce qui est proposé, quoi. Hein. Donc voilà, je sais pas comment vous ressentez ça, comment vous voyez tout ça. N'hésitez pas, c'est toujours, voilà, faut pas hésiter à parler. On a un petit temps de flottement quand je dis, messieurs, dames, est-ce que vous voulez parler? Euh, Récits différents. François, on ne t'entend pas. Euh, Oui, c'est bon. oui, chacun a un récit différent en fait, selon son histoire d'éducation et son Mhm. histoire personnelle. Donc on va avoir un récit qui est de notre propre vie, qui est pas Oui, celle du voisin, et en même temps trouver des biais cognitifs chez l'un, chez l'autre différents par rapport au fait que ça c'est bien, ça c'est mal. C'est un récit déjà. oui, Bon, voilà, après, si on sort de cette dualité, de ce paradoxe bien et mal, bah, au départ, c'est vrai que on peut se sentir perdu, de pas pouvoir perdu, de pas pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est mal. On ne sait plus quoi faire, quoi. C'est quoi? si on veut, tu dis ça si on veut sortir des récits, c'est ça? Bah, si on veut sortir des préjugés, Oui, mais toi alors, sans dire oui, sans dire non, sans dire c'est bien, sans dire c'est mal. Et chez Krishnamurti, c'est complexe, ça. oui, mais euh, je, pourquoi est-ce qu'on remet en cause les préjugés? Voilà, hein, on dit ça c'est bien, ça c'est mal, c'est de la morale, et on dit mais non, tout ça c'est absurde. Quel est le motif ce questionnement au départ? Hein. Si on questionne, s'il y a quelque chose qui ne doit pas aller, si on questionne, tu vois. Oui, oui, oui. La question, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui est vrai? Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais Mhm. je sais pas. On peut.
Alors, c'est bien pour certains, c'est bien de tuer les animaux. Moi, j'ai un papa chasseur et tout ça, enfin, qui était chasseur, machin. Pour moi, Mhm. c'est bien. Enfin. Et puis Mhm. à 13 ans, j'ai grandi, j'ai remis en question le récit et puis le vécu aussi, où j'ai dit non, j'arrête parce que je trouvais ça pas normal comment les gens chassaient. Non pas la chasse en Mhm. elle-même, bon voilà, ça existe, mais la façon dont ces gens chassaient, j'ai remis en question à 13 ans euh, Mhm. mes venues avec mon père Oui, à la chasse, en disant bon, oui. parce que j'ai vu en fait ce qui s'est passé, c'est que les chasseurs avaient rien tué, et le soir, ils se sont mis à 5 ou 6 à tirer sur un écureuil. Le premier Ah qui ouais. il avait. Et moi, c'était un traumatisme, quoi. J'ai dit, mais c'est Mhm. pas vrai, quoi. Et du coup, j'ai Oui, arrêté la chasse. oui. Alors je rebondis. Et tu as remis en cause ce que tu as vu que c'était absurde. Et au moment de cette où dans ta tête, tu dis non, mais moi c'est bon, je peux pas, c'est fini pour moi cette histoire. Ouais. Dans cette perception, il n'y a pas de difficulté. Non, 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 non. Non, non, non. Elle jaillit comme ça, hein. C'est la perception. On perçoit le faux pour le faux et on dit mais non, ça, je peux pas, c'est pas pour moi ça. Il y a, il y a pas de difficulté là. Au moment de la perception et on ne se dit pas comment est-ce que je vais sortir de la chasse. En fait, quand on perçoit que c'est absurde, eh ben on n'est plus chasseur. Oui, 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 tout à fait, oui. En Après, fait, ça se fait. il y a d'autres sujets qui sont plus complexes. Mais bon, là ça se fait assez facilement, c'était assez clair. Et moi, dans mon récit, c'est justement clair où ce moment-là, j'ai arrêté ça, quoi. J'ai arrêté Mhm. la chasse. Et, En fait, voilà, comment dire, en le disant à ma grand-mère, elle m'a dit, ah bah oui, bah je te comprends, et machin, et ceci. Donc je me suis dit, oui. Après, tu vois, il y a la perception, dire voilà, ça, c'est pas pour moi. Après, socialement, relationnellement, ben voilà, il y a des conséquences, on doit expliquer. Ta grand-mère, elle t'a dit oui, je comprends, mais là, puis ben non, pourquoi, qu'est-ce que tu dis? C'est complètement fou ton histoire. Mais ça, c'est l'après-coup social, quoi, si tu veux. Au moment de la perception et de l'action intérieure, en fait, c'est même pas nous qui décidons, ça se fait. La perception, elle est claire et on n'est plus chasseur. Ou autre chose, il ne faut pas se focaliser, hein, naturellement. Après, la mise en œuvre socialement dans les relations humaines, ça, c'est autre chose. Mais là, toi, en fait, je parlais d'observation tout à l'heure, mais on pourrait mettre le mot perception aussi. Là, tu as, dans l'exemple avec l'écureuil, c'était tellement absurde que tu as perçu cette absurdité, cette cruauté. Et en fait, il n'y a pas de problème. La chose, elle tombe d'elle-même. Il y a aucun effort. Tu vois. Euh, Parce que, en fait, c'est exactement ce que je disais. Il y a le récit de la chasse, c'est un récit allégorique, symbolique, tout ce qu'on veut. Et tout d'un coup, il y a une perception du réel. Tu as le récit d'un côté et une perception d'un fait réel de l'autre. Et tout d'un coup, ben, ça colle. L'un ne va pas avec l'autre. Et le réel est plus fort que le récit. Et le réel démontre, au moins pour moi, ça c'est, pour moi, c'est fini. Si on est hypnotisé par le récit, on ne peut pas avoir de perception. C'est un peu le problème des récits très conditionnants. La chasse, c'est une chose, hein, c'est pas, mais une religion, une secte, un parti politique, euh, derrière le récit, c'est un embrigadement, quoi. Hein, propagande. hein. Mais toi, on peut dire, comme tu as dit, on a chacun un récit, on a chacun un récit, mais j'interroge, est-ce qu'on a chacun un monde personnel? On a chacun un récit, mais on vit tous, il me semble, dans le même monde réel. Tu as le monde des récits au pluriel et tu as le réel au singulier. Donc, si les différents récits me font mieux voir l'unité du réel, ça ne pose pas de souci. Et si différents récits divisent le réel,
en pays, en nationalité, en culture, en religion, où ces différentes choses se font la compétition, naturellement, si je pense que ma culture est plus grande que les autres, et les autres pensent pareil, ça fait l'état du monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc, mais la perception, quand elle est claire, non seulement elle demande aucun effort, et en plus, elle se traduit en action instantanée. On est libéré de l'attachement à un récit ou à une attitude. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps, hein, ce que je veux dire. On perçoit, et de cette perception, il se passe quelque chose. En fait, il n'y a même pas de séparation entre les deux. En percevant quelque chose, cette perception est EST, une action, quelle qu'elle soit, hein, naturellement. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, ou Jean-François, ou personne? Ouais. Oui, vas-y, Fabrice, vas-y, vas-y. C'est intéressant ce qui me vient en écoutant ce qui a été dit là, enfin, et puis ton introduction. Assez étrangement, j'avais jamais perçu à ce point combien les récits, ce qu'on pouvait se raconter à soi-même, ce que le monde nous avait raconté, pouvaient être à ce point impactants, étrangement, à ce point-là. Je n'avais jamais perçu. Et combien finalement, ce qui me semble comme ça, hein, à vérifier, euh, même l'image qu'on peut se construire de soi-même, qui évolue avec le temps, mais qui est là, finalement, est vraiment, bien globalement, le résultat des récits, de ce que je peux me raconter à moi-même, où je peux, à partir des récits qui m'ont été racontés, je peux moi-même perpétuer, ça peut perpétuer à moi-même cette sorte de mécanique de se raconter. Euh, et le truc, c'est, là, par exemple, tu parles du temps, tu as fait une parenthèse sur le temps ou tout un tas d'autres choses, hein, parce que c'est un exemple, hein, que finalement, tout ça repose sur un ensemble de récits, de choses que je me raconte à moi-même, continuellement, consciemment ou inconsciemment, hein, comme une sorte de machine qui tournerait en roue libre. Mhm. Euh, et la question, c'est quand tous ces récits, ou la plupart de ces récits, quand, partie, il est vu que ce n'est qu'une fabrication, que c'est peut-être pas si vivant que ça. Qu'est-ce qui se passe? La question, c'est, ça renvoie un petit peu, est-ce qu'on peut vivre sans récit, à part peut-être quelque chose de basique, certains éléments, mais quand tout ça, finalement, va être, peu, Excusez-moi. ouais, quand, Vas-y, vas-y. quand tout ça peut, tout d'un coup, peut-être être profondément vu, qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi ce, enfin, c'est une question, parce que ça, là, quelque part, c'est un mystère. On rentre dans une sorte de mystère, hein, finalement. Et, tu vois, récit, il me vient un autre mot. Un récit, c'est une histoire, Oui. hein. Et en fait, il ne s'agit pas de ne plus avoir d'histoire, de ne plus avoir de récit dans l'esprit. En gros, notre esprit, il est façonné sur ça de toute façon, mais de mettre ça à sa juste place. De mettre, on va pas devenir amnésique et tout oublier, je le dis souvent, mais ces récits sont là, ces histoires sont là. On peut voir qu'ils sont beaux, on peut voir qu'ils sont vrais, certains sont faux. Être libre des récits, spirituellement, hein, je parle, en fait, c'est sortir de l'histoire. Hmm. C'est sortir de l'histoire. Ces histoires sont là, mais je ne suis pas dans ça. J'ai rien à voir avec ça. Ça existe, voilà. Il y a les histoires des Aztèques, les histoires des Mayas, les histoires des Égyptiens, qui ont une certaine beauté, mais ce sont que des histoires. C'est que l'explication de la vie, c'est pas la vie elle-même.
Hein, l'explication d'un sourire n'est pas un sourire. Hein. Mais, mais ça fait partie de la culture, donc je vois pas pourquoi on mettrait ça de côté. Ça fait partie de la culture, mais il s'agit d'avoir une relation libre avec cette culture. Voilà. Moi, c'est la culture judéo-chrétienne et gréco-romaine pour la philosophie. Et- mais on peut aussi tout à fait découvrir que la culture hindouiste, bouddhiste ou autre est très riche et très intéressante. Peut-on faire, je vais même dire, pourquoi est-ce qu'on fait de sa propre culture une limite? Ouais. C'est étrange comme attitude. Ma culture a certaines beautés, peut avoir quelques stupidités et superstitions au milieu aussi, hein, mais d'autres cultures pareilles. Elles ont leur subtilité, leur profondeur, quelques bêtises aussi, mais en fait, pourquoi le sentiment de différence, c'est pas un souci, c'est le sentiment de supériorité. Si je crois que mon récit du monde est vraiment meilleur que le vôtre, bah déjà, je vous méprise un peu, je vous trouve un petit peu exotique, pas très intéressant. En fait, je ne vous respecte pas et on ne s'en rend pas compte et je ne vous aime pas. On est- il y a- Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et on peut dire parlez-moi de mon récit, il n'y a que mon récit qui m'intéresse. Mais ce récit, au lieu de m'ouvrir vers le monde et de me faire voir le monde différent, ce récit pris de cette manière m'a enfermé en lui-même, hein, comme comme une cage. Alors, il y a des récits qui enferment et des récits qui n'enferment pas. Ça, c'est la valeur des récits. Mais après, il y a ma propre attitude vis-à-vis des récits. Je peux m'enfermer dans un récit qui n'est pas destiné à m'enfermer. Et ça, c'est mon attitude. Et mon attitude vis-à-vis d'un récit qui veut m'enfermer, je peux encore plus facilement m'enfermer. Mais dans un récit libérateur, je peux m'enfermer. Donc, il y a la valeur des récits et il y a ma relation au récit, ma dépendance ou pas. Qu'est-ce que je fais de ces histoires? Est-ce que je les adore, je les adule, hein, comme certaines religions adorent des textes religieux, mais adorent dans le vrai sens du terme, se prosternent devant des écritures. Il n'est pas du tout, je fais une parenthèse, il n'est pas du tout certain qu'il y ait des textes sacrés. C'est la vie qui est sacrée. Un texte est un texte, avec de la profondeur, de la beauté, de la richesse, un aspect culturel. Mais dire qu'un mot est sacré, c'est tellement... Bon, je ferme la parenthèse, c'est un peu un autre sujet, je ne veux pas m'étaler. Mais on a tous des récits. La question, on a un récit de soi-même, faut se voir tel qu'on est. On a un récit de soi-même, mais est-ce qu'on peut en être libre et un peu le prendre en dérision et se moquer de son propre récit, pour pas être pris par ce récit, hein. Oui, le goût, c'est vous, hein, comme, si vous voulez parler, allez-y, allez-y. Oui, bon, non. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-François concernant l'écureuil et remettre un peu peut-être le débat entre intuition et raison. À quel Oui. moment la vision de la destruction de l'écureuil nous a frappés et nous dit que c'est pas juste? À quel moment? Est-ce que c'est notre raison qui a fonctionné ou c'est l'intuition qui est en nous qui a fait vibrer ce que nous sommes pour dire que c'est pas bien ou bien? Un chasseur qui tue un écureuil, ça ne pose aucun problème. Et pourtant, pour nous, ça nous pose des problèmes.
je voudrais justement aborder, pareil, quand on a parlé au début du commencement de l'univers, on aborde l'approche scientifique, encore une fois, mais la religion bouddhiste ou autre donne une autre approche du début de l'univers. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on parle là, encore une fois, d'intuition ou de raison? Et pour moi, avec le vécu que j'ai 74 ans, le vécu que j'ai, c'est que la science est la plus grande des religions. On- Voilà. donc la science, c'est la science. Voilà. Après, disons, alors, intuition ou raisonnement, hein, c'était ça votre. Ou raison, oui. Ou Oui. raison. Mhm. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ailleurs, que c'est peut-être ni l'un ni l'autre, mais c'est pas pour, on développe, hein, c'est pas pour éluder. Euh, d'abord l'intuition. Bon, qu'est-ce que c'est l'intuition? Voilà, on va dire j'ai eu une intuition qui allait se passer quelque chose, ou ça y est, ça je l'avais pressenti. C'est un peu entre guillemets un peu comme une prémonition, mais de manière tranquille. Hein, je suis pas ésotérique. Hein. Euh, ce serait une intuition, ça veut dire qu'on on ressent les choses au-delà de l'analyse. Ce serait un peu ça Tout l'intuition. à fait. Oui. Hein. On ressent, alors que le cerveau ne dit pas que c'est juste ou pas juste. C'est quelque chose qu'on ressent essentiellement, Voilà, qui n'est pas analytique. Hein. qui ne s'explique pas, disons. Voilà. Voilà. En fait, là, on met le mot intuition, mais on pourrait mettre le mot voir. On peut voir quelque chose sans le processus analytique, sans le processus de la recognition, sans le processus mémoriel, et on voit littéralement la chose comme étant vraie, comme étant fausse. J'aurais l'impression que c'est, comment dire, c'est, je m'excuse, hein, que c'est plus euh, précis, plus net, plus clair que l'intuition. Ouais, tu vois, j'essaye de voir un peu les nuances. Tu vois. Voir quelque chose, c'est comme un coup d'éclair qui éclaire une situation et là, et c'est fini. Tu vois, Oui, il n'y a pas de retour en arrière, c'est très, très, très net. oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait Hein. ça. Voilà. Et naturellement, là, c'est pas de la raison, là, on le ressent naturellement, c'est très, très loin de du raisonnement, de l'analyse, des conjectures. Conjecture, raisonnement, analyse demandent un certain temps. Il faut un temps d'analyse, un temps de. Tandis que cette perception se voir, il me semble, échappe au temps. C'est instantané, immédiat, et dans ce même instant, c'est une action. Oui. Euh, ce que l'intuition comporte, alors il me semble, hein, je ne suis pas un grand spécialiste du mot intuition, mais dans l'intuition, c'est un petit peu on devine quelque chose, on entrevoit quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi net, aussi tranchant, vous voyez, que une intuition, dire mais ça, oui, c'est vrai, ça, j'en avais l'intuition, hein. Mais il me semble que c'est un peu moins précis, un peu moins net que le voir, mais bon, ça c'est. Euh, mais en tous les cas, ce n'est pas de l'ordre du raisonnement, de la recognition, de l'analyse qui demande du temps. Euh, J'essaye de voir l'étymologie. Intuition est liée à intuitif, naturellement, mais bon, ça ne va pas nous aider. Parfois, l'étymologie peut aider, hein, mais là, Mhm. je ne vois pas. Parce que l'intuition, si vous voulez, il y a énormément de gens qui disent qu'ils ont des intuitions, enfin ça existe, hein, naturellement, et on a bien l'impression que dans tous les cas, l'intuition, elle n'est pas forcément juste, qu'il y a des gens qui disent j'ai eu l'intuition et qui en fait se sont trompés, quoi.
Mais je veux dire, par rapport à l'écureuil, on a bien une intuition. Ben, j'ai l'impression, C'est instantané. oui, On voit le geste du chasseur et, et pour nous, quelque chose nous dit que c'est pas juste. hmm, mais alors, oui, ben, enfin, bon, qu'importe les mots, ouais. Moi, je dirais, on perçoit, on observe, on a la perception claire de la chose. Après, peut-être vous voulez mettre le mot intuition, pourquoi pas, c'est pas. Et l'essentiel dans ça, c'est qu'il y a une perception de quelque chose, quoi, si vous voulez. Il y a une perception nette d'une situation et de la fausseté, dans ce cas, de la fausseté de cette situation. Euh, J'essaye de voir. Si vous voulez, on peut avoir des phrases comme ça. J'ai une intuition, je ne sais pas que. J'ai une intuition que cette théorie est vraie. Ça me dit quelque chose, j'ai le sentiment que c'est correct. Ce que je veux dire, en général, on utilise un peu comme ça le terme intuition. Mais si on voit que c'est vrai, c'est plus que de l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite dose de. hum, C'est un fait. Mais qu'importe, il ne faut pas se crisper sur l'intuition ou la, ou le- ou la vision, hein. Euh, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que l'être humain a une capacité réelle, une capacité authentique dans le monde de percevoir le vrai du faux. Voilà. Quels que soient les mots qu'on met sur cette perception. Et ça, c'est très important. On n'en parle pas souvent, alors que je pense que c'est une base très, très, très importante. Distinguer le vrai du faux, euh, distinguer le faux pour le faux. Distinguer le faux pour le faux, en fait, c'est percevoir la vérité, hein, la vérité de la fausseté. Et alors là, je vais citer un récit, voilà, le récit dans le Nouveau Testament, c'est la vérité qui libère. Tout le reste, c'est une blague. Distinguer le vrai du faux, distinguer qu'un récit soit correct, qu'une chose est juste ou qu'une chose est injuste, c'est ça l'axe de la vie, il me semble. Me semble. Paul, tu disais tout à l'heure qu'au début, il faut nourrir l'enfant de récits pour qu'il se construise. Imaginons qu'on n'y ait pas de récit, que l'enfant ne reçoit aucun récit. Est-ce qu'il est capable, justement, grâce à l'intuition, d'aborder quand même la vie? Je ne sais pas. Il y a l'exemple de l'enfant loup, hein, pas Mowgli, mais il y a vraiment un enfant qui avait été élevé dans la forêt. Euh, D'après mon souvenir, biologiquement, au niveau du cerveau, il y a des stades de développement. Et cet enfant n'avait eu aucun contact avec un être humain. Et il n'a pas pu développer, par la suite, il a été redécouvert par des hommes, il est revenu dans la société, mais il a eu des moments biologiques qu'il a ratés dans son développement. Il n'a pas pu apprendre à parler, il n'a pas pu avoir de relations sociales normales, puisque biologiquement, là, c'est pas spirituel, hein, biologiquement, il y a des stades de développement où il nous faut, a priori, certaines choses, et que si on les a pas, eh ben, on n'a pas pu avoir un développement euh, cohérent. Et je pense qu'un enfant qui vivrait, déjà pour pas avoir de récit du monde, ben, faudrait qu'il soit qu'il soit seul, ou alors qu'il soit avec un environnement très, 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 très particulier, ou- en fait, dès qu'on est avec des êtres humains, il y a des échanges de paroles, il y a un récit qui arrive, même un récit minimaliste, hein, je veux dire. Euh, En vivant en société, les récits sont inévitables. Il me semble, je ne vois pas comment ce serait possible. Euh, et je dirais même, voyez, alors, si un enfant serait éduqué dans la nature par des loups, il y aurait le récit de sa meute à lui, qui ne serait pas un récit verbal, évidemment, hein.
mais il y aurait le récit de rester en groupe, de chercher, de chasser en groupe. Il y aurait un récit interne au groupe qui ne serait pas intellectuel hein, dans ce cas-là. C'est, c'est un peu la culture d'un groupe, quoi, si vous voulez. Et Sans mémoire, on ne peut pas se construire. je pense que c'est impossible. Ouais, Il faut, si on nous dit que ça, c'est du feu, que ça brûle, bon, on a appris, c'est mémorisé, on ne va pas y mettre la main, quoi. Et de ne pas se blesser, quoi. Oui, oui. C'est- euh, Non, mais je réfléchis à ce que disait Armand. Je ne vois pas une vie, quelle qu'elle soit humaine ou animale, sans récit de groupe, sans que l'environnement nous raconte un récit. Euh, Vous avez même les récits archaïques. Alors, récit, c'est une manière de parler. Nos instincts de survie sont des formes de récits. Des récits non verbaux, tout ça, mais on a l'instinct de survie en nous. Si on approche la main d'une plaque chaude d'une gazinière, on va sentir cette chaleur et c'est prouvé. L'information, en fait, elle court par le toucher dans les nerfs, elle arrive à la colonne vertébrale, elle n'a pas le temps d'arriver au cerveau, elle repart vers la main et on a retiré la main sans l'intervention de la pensée et du cerveau. Ça, Sébastien, entre guillemets, une sorte de récit de survie du corps qui est dans nos gènes, dans nos cellules. Mais ça, c'est un récit archaïque, presque non humain, quoi. Tous les animaux ont ça. Hein. Euh, franchement, je regarde, hein, je m'interroge en même temps avec vous. Hein. Je, je pense que dès qu'on vient au monde, qu'on soit un animal, même une plante et tout ça, on appartient à un groupe, une espèce, et il y a déjà le récit de l'espèce, le récit de l'environnement. On est pris en charge en quelque sorte. Euh, et c'est, dans la plupart du temps, valable, nécessaire, utile, vital même, hein, on va dire. Pour les animaux, c'est vital d'être en groupe. Euh, mais voyez, alors, comme ça, regardez, ça, ce sont des récits qui nous aident à vivre, à faire que la vie puisse prospérer et que la vie puisse croître. Là, on n'était pas dans les récits mythologiques ou symboliques, hein, on était dans les récits pour le petit homme ou pour les animaux, tout ça. Ce sont des récits, en fait, qui favorisent l'instinct de survie, mais ces récits pratiques, comme ça, pragmatiques, ne sont pas faits pour rendre l'individu heureux. C'est pas leur but véritable. Leur but véritable, c'est que la vie puisse prospérer. Rendre l'individu heureux et libre, ça devrait être la fonction des récits mythiques, religieux, symboliques. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait le but des récits de la science. Les récits de la science, c'est expliquer le monde. Et voilà, et ce qu'on dit souvent, et la religion, la spiritualité, c'est donner du sens au monde. Mais les plus grands récits, normalement, nous aident à nous situer dans l'univers global et nous aident à mieux vivre dans cet univers global et en gros à ne pas être angoissé, à ne pas vivre dans la souffrance. Les premiers récits, c'est la survie physique. On va dire les deuxièmes récits, c'est la survie psychologique, spirituelle, Vidéo. qui donne de l'air à l'esprit, si vous voulez. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Voilà. Euh, je regarde l'heure, 11 heures, ça va. Euh, donc, là, Jean-François, il y a du mouvement. Là. Et il y a Euh, qui descend, ma fille qui descend, donc je vais monter. bah, c'est bien, voilà, les portables, ça sert à ça, on peut se déplacer. C'est un ordinateur portable, mais ça marche. Voilà. Très bien, ouais, ça. Comme ça, on visite un peu ta maison, pas de problème. Euh, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut intervenir peut-être le temps que Jean-François ait trouvé un...
un endroit confortable pour... Tranquille surtout. Ouais. Faut qu'il y ait beaucoup de choses. Dans ce qui a été dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, en fait, parce que il y a eu des dizaines de pistes qui ont été lancées. Ouais, Et j'espère. non, non, sérieusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, hein. Hmm. Euh, je pense que le truc, c'est que, à mon sens, oui, pour vivre en société, pour être en interaction avec les autres, rapidement, le récit prend place. Récit, un sens très, très large, parce que tu parlais même à un moment d'instinct, enfin, une sorte de fonctionnement presque archaïque, même chez les animaux. Alors, c'est pas un récit tel qu'on l'entend, mais c'est, on va dire, c'est un fonctionnement groupal, qui Hmm. serait presque un pré-récit, si on peut dire, hein, ou, Oui. entre guillemets, hein. Bon, on peut parler de plus d'instinct, évidemment, mais bon, voilà. Je crois que ce qui peut être intéressant, c'est que oui, enfin, c'est déjà comprendre, comme tu disais, que le récit, ben, évidemment, il est presque, on peut pas s'en passer, quasiment, en tout cas, hein, pour entrer en interaction avec l'autre. Mais que l'idée, c'est peut-être, peut-être, je sais pas, ne pas être identifié totalement à ce récit, l'observer, le voir, voir que ça circule en nous et chez les autres, ne pas être dupe, ne pas être quelque part possédé par lui. Voilà, tout à fait. Hein, parce que on peut réellement parler fondamentalement entre guillemets, de possession, hein. Hmm. Et et qu'au moins une partie de ce que l'on est réellement, ou de ce qui circule, de ce qui nous impulse, ne soit pas complètement happé par ce récit. Et deuxièmement, régulièrement, ne pas être gêné. Et là, à un moment, quelqu'un parlait par rapport à l'écureuil, hein. Par exemple, ne pas être gêné de prendre du recul et de le remettre en cause. Hmm. Hmm. C'est- hmm. Si on ne fait pas attention, le récit nous utilise, alors que c'est nous qui devons utiliser le récit. Et puis, il y avait un autre élément que tu disais, ce qui est intéressant, tu parlais de premier type de récit et second type de récit. Je crois qu'il y a des récits qui sont fondamentaux intéressants, mais certains récits peuvent être utilisés, consciemment ou inconsciemment, pour, au lieu de sortir de la souffrance, au lieu d'amener un minimum de bien-être ou d'harmonie, pour éventuellement, inconsciemment, enfermer et tenir en Hmm. boîte ou être au service de certaines causes, parfois pas forcément honorables, ou en tout cas très intéressées. Et là, c'est des récits en plus qui sont des récits instrumentalisés ou qui ont été déformés ou mal interprétés, ou etc., etc. Donc, c'est le deuxième truc. Et j'avais envie de dire un troisième truc, parce que c'est beaucoup de sujets, hein. Je trouve qu'il y a des sujets qui ont été lancés énormes, hein. Quand tu disais, je me suis dit à un moment, tu parlais du récit, et qu'on pouvait finalement penser que son récit était mieux, intérieur, était mieux que ce que pensait l'autre. Et Hmm. je me suis interrogé quand tu as lancé ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Fondamentalement, même si on ne se le reconnaît pas, on ne se le dit pas, mais en général, je pense que très inconsciemment, et c'est très rapide, c'est presque une information infraverbale, ben finalement, mon récit, bon, ok, je vais être un peu tolérant, je vais écouter l'autre, oui, 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 dans le meilleur des cas. Mais finalement, il y a comme si inconsciemment, il y avait cette idée que ben, mon récit, il est quand même un peu mieux que l'autre. Alors, Hmm. c'est pas dit comme ça dans la chanson. Mais en fait, si on regarde avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté, et sans se raconter des histoires, sans se raconter le récit de oui, mais moi je suis tolérant, et moi mon récit n'est pas plus Hmm. important que celui de l'autre, en fait, fondamentalement, très souvent, très, très, très souvent, mais c'est très inconscient. Il est, Hmm. il est, il est respiré quelque part comme mon récit, et finalement, il est quand même un peu mieux que l'autre. Ouais. Et ça, je pense Ben que oui. dès qu'il y a ça, et dès qu'on remet pas ça en cause, ou qu'on n'interroge pas ça, quelque part, de nouveau, on est happé par le truc et on est possédé par quelque chose. Oui, on est possédé par son récit, parce qu'en fait, pourquoi c'est mon récit? Parce que je le préfère, sinon je n'aurais pris un autre. Donc si j'en ai adopté un, ben, c'est que je le trouve bien, je le trouve sympa, en fait, il me convient. Euh, euh, ça vaudrait le coup, comme ça, de s'interroger, pourquoi est-ce qu'on adopte tel récit et tel récit? Puis, en fait, si on en a un,
c'est presque obligatoire qu'on trouve mieux que les autres. Ben oui. Presque, hein, presque, hein. Oui, non, mais je dirais presque par définition, c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure, presque par définition. Et je crois que si on ne voit pas ça, je pense que déjà, j'ai presque envie de dire, la partie est mal agencée. Oui, ça peut fausser tout, tout. Mais, mais tu vois, ouais, je pense que j'essaye de voir, hein, parce que c'est intéressant ça. Après, tu veux, après, il y a des récits. En fait, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on choisit le récit? Tu vois, je sais pas, voilà, Paul Pujol, il est né en France, dans la religion, enfin, dans la culture judéo-chrétienne et gréco-romaine au niveau philosophie. En fait, là, j'ai pas choisi. Je, voilà, quelqu'un qui est né dans un pays bouddhiste, il a la culture bouddhiste. Nos récits de départ, enfance et petite enfance, adolescent et jusqu'à jeune homme, je suis pas certain qu'on choisisse souvent. Euh, et en fait, j'essaye de voir, hein, parce que c'est intéressant ça. On n'a pas choisi. Et en fait, on le trouve bien, naturellement, qu'on le trouve bien. Et en fait, on est un peu, jusqu'à un certain âge, on est un peu ignorant des autres récits. Donc, dans cette période d'ignorance, en fait, il y a un temps, si tu veux, où en fait, on ne compare pas à d'autres récits parce qu'on ne les connaît pas. Tu vois. Donc, tu dis pas mon récit est mieux que les autres, puisque les autres, tu les ignores. Le problème, c'est qu'au cours de la vie, évidemment, on va avoir connaissance d'autres récits, on va voyager, on va aller à l'étranger, on va découvrir d'autres cultures, d'autres religions ou d'autres philosophies, manière de voir la vie. Et c'est là que ça peut se corser, ou au contraire, ça peut devenir le désastre ou l'élément libérateur, si tu veux. Tu vois, si je vais, voilà, je sais pas, je vais en Orient, je découvre une culture orientale, tu as plusieurs choses. Je peux être envoûté par l'exotisme et trouver tout ça magnifique parce que les gens ont des habits différents, tout est différent, je suis ébloui, hypnotisé. C'est vraiment riche, hein, ma culture cagnotte à côté, et on choisit, on choisit. Et on a choisi une chose en disant, elle est meilleure que mon ancien récit. Quand on choisit, c'est qu'entre deux choix, il y en a un qu'on a dit moins intéressant, moins beau que celui qu'on a pris. Donc vient déjà un problème là. Et tu as les deux extrêmes, et tu as l'autre extrémité, mais ils sont vraiment bizarres, ces gens, comment ils sont habillés, qu'est-ce que c'est que ces théories, comment ils chantent, mais c'est affreux ça. Vraiment, ma culture est mieux, hein. Tu as les deux. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Et tu as l'option plus rare, mais qui existe. Je suis conscient de ma culture, de sa profondeur, de sa beauté et des petites bêtises et superstitions qui y nichent. Je découvre une autre culture avec des gens sages, des gens intelligents, avec une grande profondeur, aussi profond que les penseurs chrétiens. Je suis étonné. Et puis je me rends compte qu'ils ont aussi leurs petites dérives, leurs petites choses, mais qu'en fait c'est aussi bien que ma culture. Ni plus, ni moins. C'est une autre manière de voir la vie qui a ses caractéristiques. Et pour les hommes, les êtres humains de bonne volonté, là, il peut se passer quelque chose. Euh, Parce que non, là, je découvre une deuxième culture, mais par la suite, je peux en découvrir une troisième, une quatrième, la culture égyptienne et tout ça. Donc, on va se rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs récits valables, avec de la profondeur, de la beauté et voilà, toujours des petites bêtises qui se promènent au milieu. Donc, je peux. Ça peut être des grosses bêtises. Tu montes de la bouche. Ah, pardon, voilà. Vas-y, Non, non, vas-y, je mais t'en prie.
Voilà. effectivement, parfois, ça peut être des énormes stupidités aussi. Voilà. Mais s'il y a une énorme stupidité dans une culture, eh ben, on va voir que dans ma culture, il y a aussi des grosses boulettes. Ce que Mm, je veux dire, les cultures ont certaines beautés et ont des bêtises et des superstitions, mm, des choses qui peuvent être horribles dans leur propre culture. Ce que je veux dire, on va considérer les autres cultures à la même valeur que la mienne, ni plus ni moins. On va pas les idéaliser. Et je reviens juste 2 secondes en arrière. En voyant leur propre beauté, leur propre richesse et leurs bêtises, on arrête de prendre ma culture comme étant la culture supérieure. En comparant, on découvre que ma culture, elle est intéressante, mais elle a des côtés relatifs, parce que leur approche, leur récit, ben, c'est aussi valable. Et on va en découvrir une troisième, une quatrième, mais c'est pas suffisant tout ça. Là, on est vraiment dans l'histoire des récits. Ce que je vais avoir connaissance de 5, 6, une dizaine de récits de différentes cultures, certaines intéressantes, d'autres caduques. Hein, il y a aussi des ouais, erreurs parfois. ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se contenter de visions relatives à la culture et à l'époque d'un pays. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Ben, pour les hindouistes, c'est bien, et puis pour les... Mais là, on est dans une espèce d'approche où tout est relatif, et en fait, on ne sait plus vraiment qui on est dans ces cas-là. Vous voyez, il y a une espèce de flou, un espèce de grand tout où tout est sympa et tout est un peu absurde, et on rejoint ce que je disais, mais dans tout ça, hein, où est la vérité? Hein. Où est la vérité? Il y a, il y a, voilà, la réincarnation. Ah bon, oui, la réincarnation, d'accord. Pour les hindouistes, il y a l'Atman qui se réincarne. Bon, bah, les bouddhistes, eux, il y a pas d'âme individuelle, mais ils acceptent quand même la réincarnation. Ah bah, tiens, ça c'est bon. Et nous, en Occident, bah, avant, il y avait la métempsychose, maintenant c'est tombé en désuétude. Et pour les chrétiens, il n'y a pas de réincarnation. Après la mort, on dort d'un sommeil en attendant le jugement dernier. Hein. La tradition originelle chrétienne, c'est ça. Hein. On ne va pas au paradis, on dort et on attend le jugement dernier où il y a Jésus qui va juger les bons et les méchants. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces éclairages? Ces éclairages peuvent être enfermés en eux-mêmes. Vous voyez. La culture bouddhiste nourrit la culture bouddhiste, c'est une grande culture, j'ai rien contre. Hein, mais et la culture hindouiste nourrit la culture hindouiste, et pareil, la science nourrit la culture scientifique. Mais est-ce que la vérité, elle est bouddhiste? Elle est chrétienne? Elle est musulmane? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mot bouddhiste, musulman, hindouiste, scientifique, c'est des couleurs historiques, des couleurs culturelles. Mais s'il existe quelque chose qui s'appelle la vérité, elle est au-delà de la coloration culturelle. Sinon, je peux tuer parce que ma culture dit que tuer est un acte valable. Donc, je vais aller tuer quelqu'un. Mais si vous voulez, ces différentes cultures ont modéré mon attachement à ma propre culture. Je ne suis plus un intégriste de la culture occidentale, je fais exprès là. Hein. J'ai vu d'autres cultures et tout d'un coup, j'arrive à une interrogation, dire mais c'est une culture, elle est riche, elle est belle, et il n'y a pas de souci tant qu'elle ne rencontre pas une autre culture. Tant qu'elle est dans son pays, dans sa région, elle tourne sur elle-même, elle peut s'enrichir naturellement, elle s'enrichit même. Mais le problème, c'est là.
aujourd'hui, nous voyageons, nous avons ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les... Alors, si je visite dans un pays bouddhiste, je dois m'adapter à la culture bouddhiste. Un pays musulman, je dois m'adapter. Mais en fait, je ne sais plus qui je suis. Donc, pour ça que je pense que les récits ont leur propre qualité, mais au final, dans les véritables relations humaines, dans le monde réel, il est, il faut dépasser les récits. Oui, et là, ça va faire une chose un peu contradictoire. Il faut dépasser tous ces récits, peut-être pour en inventer un tout nouveau. Et ce nouveau récit nous dira, faites attention, je ne suis qu'un nouveau récit. Je peux vous aider, je vais éclairer le monde de manière plus claire, plus nette, mais ne m'adorez pas, ne devenez pas envoûté par mes paroles, ne tombez pas dans un espèce de charme où plus rien n'aura de valeur sauf ce nouveau récit. C'est notre dilemme contemporain, je pense. C'est comme inventer une nouvelle culture, qui ne serait pas la pensée unique, hein, une nouvelle culture, un nouveau récit, et qui nous disent toujours, ne vous enfermez pas dans cette approche. C'est très tirer les leçons de l'histoire, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y a surtout entre les récits ou les différents récits ou le récit qui change, il y a l'instant présent. Enfin, pour moi, Oui, la vérité, elle est dans l'instant présent. Elle n'est pas dans le récit, après, avant. Elle est dans oui, le. Voilà, et c'est un outil. Le récit est un outil. tout à fait. Et Ce que la vie est relation, quoi. n'est que relation. Et Mm. ce que tu viens de dire est juste, mais en fait, c'est une forme de récit. Et c'est pas un problème. C'est Mm, un petit récit, mais c'est une mm, forme de récit. Nous fonctionnons comme ça, hein. Pour moi, c'est pas. Faut juste s'en rendre compte. C'est pas un problème, hein. mm, Mais mm, dans le présent, si tu veux, naturellement, la chose vivante n'est vivante que dans l'instantané, dans le présent. Mais en fait, pour qu'est-ce qu'on peut dire? Pour indiquer ça ou pour essayer de souligner, comme la phrase que tu viens de faire, en fait, on doit faire un mini récit. Et ce mini-récit, qu'on le veuille ou non, avec les années qui passent, hein, parce qu'on a, voilà, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce récit de l'instantané, il va un peu s'étoffer, il va un peu se développer, il va prendre... Parce que là, on tombe dans la pédagogie, si tu veux. Comment faire sentir aux gens ce moment présent, cette beauté de l'instant, sans que cela ne devienne sans que cela soit opposé à l'histoire et au temps, tu vois. Sans que ça veut dire l'histoire n'a pas d'intérêt, la culture n'a rien, n'a aucun intérêt, restons dans le présent. Toi, là, il y aurait un côté presque horrible, toi, un peu mm. dictatorial, Ouais. que dans cet instant, dans cet immédiat, pour moi, il y a une immense culture à faire à partir de ça. C'est un peu le zen, le bouddhisme chant, hein. Il y a eu des plongées dans cet instant, dans cet immédiat. Mais il y a beaucoup à dire, beaucoup à explorer. Euh, cette absence de temps, c'est un truc, on ne peut pas dire ça juste comme ça, une phrase, le temps n'existe pas, point barre, et c'est fini. Il faut faire un développement, une pédagogie de ça. Non pas pour accumuler un savoir, mais pour développer la sensibilité. Alors c'est extrêmement délicat parce qu'on a tendance à faire de tout ça un savoir, c'est sûr. Mais on peut peut-être éviter le piège en disant, attention, l'explication n'est pas la chose. Le, la description n'est pas la chose décrite. Le savoir le plus beau, le plus grand, décrit autre chose que lui-même. Hein, c'est un outil pour percevoir, pas comme un télescope est fait pour regarder les étoiles. On ne va pas admirer le télescope et regarder le télescope sans l'utiliser. Ce serait
un non-sens absolu. Donc, parce qu'il se dit maintenant des phrases comme ça, bah, il faut être présent au présent, il faut vivre l'instant, il faut être ébloui par la beauté qui est devant nous. Oui, mais il faut développer ça. Et en 5 phrases, on ne fait pas une culture, hein. On ne fait pas un récit immense, hein. Oui, l'esprit, il n'a pas besoin, il a de la mémoire, mais ce qu'il a besoin, c'est d'immensité, hein, d'espace sans fin, de profondeur, pas d'information. Donc, pour moi, c'est créer une nouvelle culture, hein, je me répète, hein, très riche, très profonde, avec comme place centrale, je suis désolé de revenir à ça, la vérité. Ça peut paraître très has-been, hein, la vérité, très vieux jeu, mais marqué aujourd'hui le monde contemporain avec les, les nouvelles déformées, les informations tronquées selon l'opinion des uns et des autres. Même le réel, on a du mal, presque on voudrait nous dire non, il n'y a pas un réel, il y a 20 réels, hein, ben, il y a 20 approches du réel. C'est avec la vérité, il y a une chose qui est collée, qui n'est pas exactement la même chose, hein, naturellement. Avec le mot vérité, il y a le mot réalité aussi qui est là. C'est dans la réalité, dans le monde réel concret, qu'il faut découvrir la vérité. Parce que dans la réalité, il peut y avoir de l'illusion, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir de la fausseté, il peut y avoir de la malhonnêteté, il peut y avoir des erreurs. Et c'est ce qu'on disait, l'observation, la perception qui va faire que dans le monde réel, je vais pouvoir distinguer l'illusion du vrai, le faux du vrai. Parce que dans la réalité, il existe l'illusion. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait, hein. Le Père Noël n'existe pas, mais dans la réalité, beaucoup de gens y croient. Donc, dans la réalité, il peut y avoir une adhésion à une illusion. Je ne parlerai même pas politique en ce moment. Voilà. Euh, donc, il y a aussi ça pour moi. Je regarde l'heure. Si vous voulez, est-ce que c'est un terme qui peut être discuté, hein? Euh, Est-ce qu'il y a une réalité qui est la même pour tout le monde, un monde, ou est-ce qu'il y aurait de multiples mondes et de multiples réalités selon les opinions des uns et des autres, selon les cultures des uns et des autres? Je pense qu'il y a un malentendu, une confusion, comme je le ressens. Il y a un seul monde, mais il y a 20 000 interprétations du monde. Et les êtres humains s'entretuent à cause des interprétations. C'est les interprétations de notre enfer. On se bat pour les interprétations. Et si on avait une vision très claire, très nette, on verrait l'interprétation pour l'interprétation, on ne se battrait jamais, on n'insulterait jamais quelqu'un pour une interprétation. On dirait, ben écoute, c'est ton interprétation, je pense que c'est pas tout à fait exact, mais tu as le droit de, enfin, sauf euh, acte de violence et autre chose, hein, mais au-delà des interprétations, il y a quelque chose qui n'est pas du monde de l'interprétation. L'interprétation interprète quelque chose, hein. Une théorie parle de quelque chose, hein. D'ailleurs, vous le savez peut-être, sans doute, enfin peut-être certains, euh, théorie, vous savez l'origine étymologique, ça veut dire c'est la science de la contemplation, la théorie. Donc, ça veut dire qu'avant de faire une théorie, on a longtemps contemplé, c'est-à-dire on a observé pendant un temps, un certain temps quelque chose, et au bout de cette contemplation, qui ne se fait pas, je présume, en 5 secondes, au bout de cette contemplation longue, on fait une théorie. Mais on peut aussi contempler et ne pas faire de théorie. On n'est pas obligé. Et
Et contempler, donc, c'est observer le réel. Hein, comme la science confronte le réel à ses théories. C'est en observant le réel qu'on confronte et dire, mais non, cette théorie scientifique, elle n'est pas tout à fait exacte. Il faudrait qu'on revoie nos théorèmes, nos calculs. Donc, parce qu'on parlait de l'observation lors de cette visio, mais l'observation du réel. Il y a quelque chose à observer. Il y a une réalité à observer dans laquelle nous vivons tous. Donc, observation, réalité, et dans cette réalité, découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ce qui éclaircit l'esprit de plus en plus, l'esprit devient euh, comment, de plus en plus sensible, subtil, et, et on développe vraiment tout ce qui est au-delà de la mémoire. Il y a la mémoire, qui a son utilité, hein, on ne serait pas là, mais il y a tout un autre domaine, et cet autre domaine est énormément négligé. Et cet autre domaine, c'est l'avant-récit. Hein. C'est cet autre domaine qui va créer les récits. Mais lui, c'est l'avant-récit, avant la création. Donc, donc il y a le. Est-ce que c'est clair pour vous cette notion, enfin, je m'interroge, hein, cette notion de réalité, de réel, qui est le même pour tout le monde, ou est-ce que c'est Paul Pujol délire, là? Je sais pas, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être suis-je dans l'illusion, hein. C'est le problème des mots. Réel, vérité, conscience, Ouais. Dieu. Enfin bon, Ah oui, ça c'est. il y a, les gens ont différents mots, donc il faut savoir. Si on, bon, moi, le réel, c'est ce qui se réalise. Après, il peut y avoir le réel avec un grand R. C'est vraiment, ça se rapproche de la vérité, quoi. Ben, le réel avec un grand R, moi je ne vois pas trop ce que ça peut être. Le réel, c'est ce qui arrive, ce qui advient, c'est l'effet. Toi, je ne mets pas un R. Le réel, c'est ce qu'on vit, c'est nos expériences, euh, c'est ce qui arrive, ce qui advient. Je suis très simple là, hein, Oui, vas-y, Armand, hein, si tu veux dire. Non, mais Ah, il y a d'autres personnes qui ne me parlent pas, donc je ne voudrais pas prendre tout à dire. Ça me gêne. non, mais il n'y a pas de. Les gens le Non, mais je font, veux dire hein. que tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, c'est beaucoup d'actualité. Quand on voit aujourd'hui l'opposition du monde occidental donc tous ces pays qui se disent être du sud global, qui ne comprennent pas que nous ayons des théories qui soient différentes des leurs, etc. Et donc c'est vraiment d'actualité. On a actuellement un affrontement des récits qui est Tout à fait. extraordinaire, qui peut peut-être même aller jusqu'à la destruction de l'humanité et de la planète. Oui, oui. Ça crée la guerre. Faut être clair. L'humanité s'entretue depuis à cause de ça. À cause des idées. Ouais, oui, des idées, des interprétations, de mon Dieu n'est pas ton Dieu, mais qu'est-ce que tu entends par Dieu? Mais non, tu te trompes. Enfin, euh, c'est ce qui est terrible, c'est que les interprétations, donc mon récit du monde, on y est plus qu'attaché. On est viscéralement identifié. Je, euh, je ne vais pas toujours dire les bouddhistes, euh, voilà, je suis chinois. La Chine, c'est une culture millénaire avec de la subtilité. On a inventé des tas de choses. C'est un pays merveilleux. Ma culture millénaire est évidemment supérieure à une autre. Alors, on s'est fait avoir par la colonisation des Occidentaux, mais on va prendre notre revanche et actuellement, on est en train et on va devenir la première puissance mondiale parce parce que ma culture, c'est la meilleure. Et c'est même pas un mensonge. Les gens le vivent comme ça. Tu vois, ou un Indien, il peut dire l'hindouisme, c'est la plus grande religion du monde, la plus vieille, la plus subtile.
ils en sont convaincus. Et on peut être français et dire, voilà, ben nous, c'est le pays des Lumières, des philosophes, il n'y a pas mieux, on a fait les droits de l'homme. Cette C'est la, diffi- identification, oui, c'est la difficulté du réel et du vrai, quoi. oui, qu'est-ce que ça veut dire être français, par exemple? À part la position géographique, on est né, voilà, Mm. naturellement, on a une culture. Mais être français, c'est pas être supérieur de quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est juste une indication géographique et culturelle. Mais je suis allé plusieurs fois en Belgique. Je les trouve pas tellement différents, hein, et en Suisse aussi. Je vois pas tellement. Si quelqu'un me disait si les Belges, ils sont toujours ils ont le sourire, et ils disaient, moi, les Belges, je les vois comme des Français heureux. Je dis, mais de quoi tu parles? Enfin, je comprenais plus rien d'un rapport. Donc, mais en fait, nos différences, c'est des petites différences. On souffre tous, on perd un enfant, on a tous des larmes. La mort nous pose question. On a tous, on souffre de la fin. On a les mêmes archétypes. Au-delà des cultures, on a des choses extrêmement communes. On sourit tous de la même manière, de même qu'on pleure tous de la même manière. Donc, comment on en est venu à s'identifier viscéralement et inconsciemment à un pays, à une culture? Regardez les Russes, l'Ukraine, c'est une catastrophe. Euh, tout ça, mais de manière extrêmement concrète, dans le réel, ça a divisé l'humanité, ça a fractionné les êtres humains et ça crée la guerre. De manière réelle, hein, ce n'est pas une idée qui flotte dans l'air. Hein. Euh, comment Mais, est-ce qu'on... Oui. Moi, Oui, je voulais juste un peu réagir sur un moment quand tu as parlé de l'avant-récit. Il y a le récit, oui. et puis à un moment, tu as parlé de ce qui est avant le récit, de Hmm. l'avant-récit. Je crois que c'est vraiment un point où je crois que ça vaut. Bon, c'est pas que le temps avance. Je pense que c'est quand même peut-être une partie de chose de fondamental parce que tous ces récits, finalement, sont un peu sur la même plateforme, en fait. Si on parle de la même atmosphère, du même parfum, un peu, assez conditionné. Je pense que l'avant-récit, ça en faire un nouveau récit aussi, hein. Faut tomber dans un nouveau truc. Donc, ça doit être, quoique c'est peut-être là, cet endroit-là, si on peut parler d'un endroit où peut-être il y a quelque chose de tout à fait, neuf et pas coloré. Et, je dirais, c'est quelque chose de tout à fait un autre parfum où là, on peut vraiment peut-être rencontrer l'autre, hein. Il peut vraiment y avoir une vraie rencontre avec quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus, euh, beaucoup plus vrai. Mhm. Et qu'on peut vraiment là peut-être commencer à se regarder les yeux dans les yeux. On Mhm. peut prendre cette image-là. Mhm. Oui, si soi-même on est dans cet avant-récit, pour garder ce terme, Mm. et tout d'un coup on dialogue avec quelqu'un qui a remis en cause son récit et qui lui-même commence à arriver à l'avant-récit, c'est une autre relation qui s'instaure. Ce n'est plus une relation de comparaison, de séparation, de je jauge sa culture ou sa différence. Je pense qu'en fait, là, potentiellement, il n'y a plus de séparation entre ces deux êtres humains, potentiellement et réellement. Et, et ce monde de l'avant-récit, en fait, c'est le monde spirituel, je pense. Et c'est pour Et ça que dans ce monde spirituel,
comment dire ça, parce que là j'ai amené un nouvel élément, mais bon, ça vient comme ça lors du dialogue, hein. Dans ce domaine spirituel, il n'est pas du tout certain, là on parle de deux personnes, qui est deux esprits, hein. C'est c'est exactement ce que je voulais dire. Quand j'ai dit parler de rencontre, j'ai bien senti que le mot rencontre était presque de trop. Parce que rencontre, c'est qu'il y a quelqu'un, on peut dire ce mot-là, mais Ouais, il y mais a quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre. Et là, quand il y a ça, oui, je pense qu'on ne peut pas tout à fait parler de deux individus. ben, C'est plus tout à fait ça, évidemment, c'est autre chose. C'est quelque chose de oui, beaucoup plus intime. mais physiquement, il y a deux personnes. Ça, Il y a c'est pas. deux. Il y a deux. Je parle juste au niveau de cette chose spirituelle. Il y a deux personnes, mais je suis pas certain qu'il y ait deux esprits. Et la très grande beauté qui arrive là, c'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas deux mondes et qu'il n'y a qu'un seul monde. Oui. Et il y a un esprit et un monde. Et ça explose tout. Ça, tout est caduque. Toutes les divisions, les séparations, les, les hiérarchies. C'est, cet esprit ne peut être un que parce qu'il y a un monde et inversement. Parce que là, verbalement, c'est obligé, nous sommes en train de parler, hein, donc le mot n'est pas un problème, on l'utilise, j'espère à bon escient, parce que là, quand on dit il y a un seul esprit avec un seul monde, en fait, on utilise des termes, en fait, il n'y a qu'une seule chose. Voilà. Après, on peut mettre les mots qu'on veut, esprit, matière, blablabla. Bla, bla, bla. Il n'y a qu'un seul réel, voilà, qui est euh, pragmatique, biologique, matière, et qui est spirituel. C'est la même chose. Cette satanée opposition, presque cette lutte entre la matière et l'esprit, mais ça n'a plus de raison d'être. Hum. L'avant-récit, c'est l'avant-séparation. Ce que je veux dire. On n'est pas sorti de l'Éden. Non, oui, tout à fait. Voilà. Ce qui a fait tomber l'humanité dans l'enfer en sortant de l'Éden, c'est la connaissance. La connaissance qui fait la séparation. Je me connais moi, parce qu'en fait, la connaissance dans le mauvais usage, c'est pas la connaissance de soi, c'est la préoccupation de soi. Je m'occupe de moi et l'autre s'occupe de lui, et donc c'est fini, on n'est pas en relation. C'est terrible de vivre comme ça. La terre est un jardin et nous ne le savons plus. C'est à pleurer, c'est à se... Donc il y a l'avant-récit, il y a l'avant-mémoire, et c'est peut-être, là les mots sont très délicats, hein, on va dire c'est un endroit créateur. Voilà, je ne veux pas personnaliser, hein, c'est un plan créateur qui peut créer tous les récits du monde, mais lui-même n'est pas un récit, hein, naturellement, hein. Il peut créer toutes les idées, toutes les théories, mais ce plan créateur crée des récits qui ont une vivacité, qui sont vivants. Mais avec les siècles, en récitant les récits, comme font les disciples ou les propagandistes, petit à petit, on enlève la substance des récits, et ce sont des récits qui deviennent inefficaces, morts, et qui ne donnent plus de sens à l'homme. Parce que je pense qu'un récit, là on parle des récits mythiques, hein, naturellement, un récit doit être revivifié régulièrement. Sinon, c'est juste une chose morte qu'on répète,
Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Les gens répètent, répètent, comme ils répéteraient un argumentaire dans le monde commercial. Mais c'est juste une répétition qui n'a plus de sens. Il faut retrouver de la vie qu'il y avait avant la prononciation de ces mots. Hein. Mettre de la vie dans la chose. Hein. Je pense que oui, le fruit de l'arbre de la connaissance. Vous voyez, dans un dialogue, on peut utiliser des- des épisodes de récit, c'est pas gênant, hein, on le fait en intelligence, c'est pas forcément un souci. Euh, la connaissance dans le sens le savoir, hein, accumuler un savoir, accumuler des informations, surcharger l'esprit, alors que peut-on aller le cœur léger quand on a un cerveau encombré de milliards et de milliards de définitions et qu'on est dépendant de ces définitions, parce qu'on en a des définitions. Il s'agit d'en être libre. Voilà. Comme je le dis toujours, il ne s'agit pas de devenir amnésique. Il s'agit de changer la relation vis-à-vis de la mémoire, d'utiliser la mémoire quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire. On n'aurait pas pu être en relation sans mémoire. Hein. Donc d'utiliser la mémoire de manière correcte, de bonne manière, et découvrir ce qui n'est pas mémoire aussi. Les deux. Les deux. Naturellement, c'est un peu plus délicat ce qui n'est pas mémoire que ce qui est mémoire. Ce qui est mémoire, on en a énormément parlé, il y a beaucoup de philosophie, la science l'étudie, les neurosciences. Ce qui est au-delà de la mémoire, c'est naturellement plus délicat, hein, plus subtil. Et parfois, on peut s'illusionner, se raconter des histoires, hein, croire qu'on est au-delà de la mémoire alors qu'on est empêtré dans une tradition ou une autre. On n'est pas du tout au-delà de la mémoire. Mais ça, c'est autre chose. Je veux pas, je vois qu'il est moins 10, mais on a encore 10 minutes à peu près. Euh, donc, je veux juste faire cet arrêt sur ça. Hein. Je vois bien que ce soit clair qu'il y a, on dirait, il y a un réel, il y a une réalité, il y a un monde qui est le même pour tout le monde. Et de la perception de ce monde, de cette réalité, on en fait des interprétations. Et ces différentes interprétations, si on est viscéralement attaché à cette interprétation, qui peut être une culture, une religion ou un mouvement politique, si on est attaché, on sera prêt à tuer un autre s'il n'a pas la même interprétation que moi, hein, le bûcher de l'Inquisition. Hein. Oui, cette folie d'identification viscérale à quelque chose. Parce que des interprétations, on en aura. Oui, vas-y, Jean-François. Ouais. Non, non, j'ai rien. Ah, pardon, je crois que tu... Ou Armand, oui, Armand, tu as mis la main, donc si tu veux... J'ai pas fait exprès, mais oui, effectivement, pardon. Donc, non, mais c'était pour revenir à l'enfant Mowgli. Donc, l'enfant Mowgli, l'enfant loup, celui qui n'a pas de mémoire, la mémoire que nous entendons nous. Si je reprends l'exemple de Krishnamurti, quand on voit vivre Krishnamurti, sa mémoire, il est utilisée pour découvrir comment fonctionne un moteur automobile, Hum, comment se nourrir, ou comment s'habiller, ou comment se laver. Mais oui, à un autre moment, il faisait ce que je pense qu'on appelle la méditation. C'est-à-dire qu'il essayait d'essayer d'entrer en lui. Et c'est ce que peut-être que nous avons oublié de faire en tant qu'être humain. C'est d'entrer en hum, nous, de chercher en hum, nous l'explication plutôt que d'essayer de la trouver dans les récits. c'est sûr. On se repose sur les récits des autres, mais soi-même, on ne sait rien. Oui, on en revient Oui, connais-toi toi-même, quelque part. oui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Hein. Et les dieux, bon, les dieux entre guillemets. Euh,
Mais connais-toi toi-même, pas dans le sens d'acquérir un savoir. C'est ce qu'on disait là. Connais-toi toi-même dans le sens d'explorer un continent, de faire un voyage. Et pas d'avoir une valise dans laquelle on met des trucs, des trucs, des trucs. Euh, C'est une espèce de discipline délicate, explorer l'esprit, faire ce grand voyage sans accumuler, sans accumuler de savoir ou d'expérience. On a une expérience, on peut avoir une expérience extraordinaire, énorme, mais elle va finir comme tout finit, rien ne dure dans ce monde. Donc elle va disparaître. L'infini m'a pris par la main pendant quelques instants, j'ai vécu ça, c'est réel. C'est parti, c'est fini. Eh bien, j'en fais pas toute une montagne. Et ça, croyez-moi, c'est pas facile. C'est une chose difficile pour plein de gens d'avoir vraiment une expérience énorme, réelle. Mais quand c'est fini, c'est fini. On ne l'oublie pas, mais on n'est pas attaché comme un fou. Et pendant 40 ans, on ne va pas en parler, parce qu'en fait, cette bénédiction va devenir le boulet de ma vie après. Je vais en parler en permanence, en permanence. Et pendant que j'en parle, je ne parle que d'un souvenir et je ne vis pas. Je vis dans la mémoire. Je n'ai pas à nouveau cette chose. Donc, ce grand voyage d'exploration consisterait à ne jamais s'arrêter à une expérience. Il n'y a pas un moment donné où on s'assoit par terre, on dit ah ben j'ai tout compris, c'est bon, c'est fini. Ça, c'est une blague que certaines religions nous ont vendue. Ça n'existe pas. Ça. C'est on s'est lancé dans ce voyage de l'infini, parce que l'esprit, c'est une chose sans borne. Donc, naturellement, que ce voyage peut, il peut pas, il n'aura jamais de fin. Et c'est très, très bien comme ça. On apprendra, si on sait s'y prendre, jusqu'au dernier souffle de notre vie. On découvrira, on sera curieux, on verra une couleur, on sera étonné. Euh, c'est peut-être ça l'Éden, hein, de- d'être étonné, étonné des choses. De- mais il y a des choses à redécouvrir. Hein. Quand tu parles de la méditation, là, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que c'est vraiment la méditation? Toi, il y a des choses, d'éléments culturels qu'on doit complètement renouveler, complètement réinventer, complètement mettre à nu pour arriver, en gros, par exemple, à l'essence de la méditation. En essence, qu'est-ce que ça veut? Tu vois, il y a vraiment des choses à retourner le sens, à essayer de voir qu'est-ce que c'est vraiment au-delà de toutes les propagandes et toutes les milliers de livres, de films, tout ce qu'on a écrit sur la méditation. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Si on en parle tellement, ça doit être quelque chose d'important. Mais essayer d'explorer ça, de se donner du temps, c'est d'explorer, de plonger dans l'esprit, pas 5 minutes, 10 minutes, mais des années, de plonger au cœur de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est la pensée, essayer de voir ce qui est au-delà de l'interprétation. Toujours, hein, dépasser les interprétations. Il y a tellement de choses à la méditation, le plan créateur, la création. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la création n'a rien à voir avec la mort? Ou est-ce que tout ça, ça fonctionne en même temps? Donc comprendre la création, c'est comprendre profondément, très profondément ce qu'est la mort. Et ça, très peu le font. Et très peu le font parce qu'il y a le frein principal à toute découverte, c'est la peur. Si nous n'avons pas exploré, ressenti, senti,
si on n'a pas été intime, familier, resté en compagnie de la peur, ça fausse tout le reste. La peur, c'est le grand trouble, quoi. Si ça, c'est pas investigué, compris, elle, elle vicie toute action. Tout est faussé à cause de ça. Donc voilà, il y a quelques grandes choses comme ça. Il y en a d'autres, hein, naturellement, hein, que je pense sont l'être humain peut explorer, découvrir qu'est-ce que l'esprit, naturellement, hein, est-ce qu'il existe une âme, un esprit ou aussi, hein, il y a de nombreuses questions, mais toutes ces questions sont entremêlées, hein. L'une est liée à l'autre et euh, à un moment donné, on peut avoir une espèce de cette vision de la vérité qui regarde les choses comme un puzzle avec des éléments séparés. La réincarnation, qu'est-ce que c'est la création, le plan créateur, la méditation, l'esprit. Il existe une vision qui, à un moment donné, sans effort de la volonté, hein, naturellement, fait que tout d'un coup, ces morceaux de puzzle s'agencent entre eux et vous avez le puzzle complet, et vous êtes sorti du fleuve, de l'histoire. Il y a le fleuve et vous, c'est fait. Vous n'êtes plus concerné par le fleuve de l'histoire. J'aime bien cette expression. Euh, Écoutez, on va encore quelques minutes, on va arriver à la fin. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est le corps. Bref, et c'est très très important. C'est Ok. peut-être plus facile d'observer le corps que d'observer la pensée. Voilà, je trouve que c'est un bel outil. Mais ça fait partie. Il faut, Mm, et le Bouddha, parce que j'ai mes classiques, hein, le Bouddha disait à ses disciples, si vous avez du mal à observer votre esprit, ben, observez votre corps, il est toujours là, mm, c'est palpable, concret, peut-être plus simple pour découvrir l'observation, tu vois. S'observer quand on marche, quand on mange. mm, mm, Nous sommes le corps aussi, hein. mm, mm, Il y a mm. l'intelligence du corps. Ouais. Non, mais ça évite aussi d'être trop mental. Ah, il faut être ancré, hein. Ben voilà. Mm, mm. Ah Ben ben, ouais. ouais. Vous savez ce qu'on disait de Lao Tzu, hein, du Tao Te Ching, là, Lao Tzu, on disait il a la tête dans les nuages, mais il a surtout les pieds sur terre. Mm, Si mm. on n'est pas ancré, Ça marche pas. on risque de s'égarer, je dirais, Mm, pour mm, être gentil. Il faut être presque pragmatique, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça, hein. mm. Euh, faut être très, très ancré. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la structuration de l'individu, hein, ce que je disais tout au début. Il faut être très structuré, avoir une architecture quand même assez costaud. Ça, on a une bonne base, on est très ancré, et par la suite, on verra. Mais il faut vraiment être très, très, très ancré. Voilà. Moi, je vais peut-être finir un peu sur ça. Voilà. Après mes envolées lyriques, finir sur une chose très ancrée, très structurée, avec une bonne architecture. À partir de là, on peut probablement voyager et aller plus loin, hein. Ben, écoutez, on est arrivé au terme de cette visio.